Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette conférence, à cette aventure scientifique aussi dans l'Arctique. Je vais essayer de vous amener avec moi dans les coins les plus reculés, les moins connus de la planète encore à l'heure actuelle. Je vais avoir une première partie assez longue sur ce dont Julien Bilodeau parlait, c'est-à-dire la transformation du monde arctique, le réchauffement arctique à l'heure actuelle, quels sont les indices, comment on mesure ça. Ensuite de ça, je vais vous parler brièvement de l'Amundsen, évidemment, d'ArcticNet, très, très brièvement, pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait ici à Québec, à l'Université Laval, pour comprendre ces phénomènes-là. Et après ça, on va vraiment aborder le cœur de la conférence, c'est-à-dire les impacts que ces changements climatiques-là dans l'Arctique vont avoir sur la biodiversité et surtout sur les services rendus par les écosystèmes. Donc, comme vous le savez, évidemment, vous êtes certainement au courant que la planète se réchauffe. Si vous n'êtes pas encore au courant, il faudrait que vous changiez votre journal ou votre mode de communication. Donc, la planète se réchauffe et l'endroit sur la planète qui se réchauffe le plus rapidement, c'est l'Arctique. Donc, ça se réchauffe plus rapidement que toute autre région de la planète. Et ça, c'est pas une surprise pour les spécialistes du climat, pour les scientifiques. C'est une idée qui est assez ancienne. En fait, on peut remonter jusqu'à Arrhenius, Svante Arrhenius, en 1895, pas 1995, mais 1895, qui déjà, après des expériences un peu en dilettante là, sur la chimie de l'atmosphère, prévoyait que les températures des régions arctiques s'élèveraient d'environ 8 à 9 degrés Celsius si l'acide carbonique, donc le CO2, le gaz carbonique dans l'atmosphère, augmentait de 2,5 à 3 fois sa valeur actuelle. Donc ça, c'est une prévision extrêmement intéressante parce que c'est exactement ce que les modèles climatiques les plus complexes prévoient également à l'heure actuelle. Ces modèles mathématiques-là, ce sont d'immenses programmes d'ordinateurs qui recréent en équations informatiques le climat de la planète, le climat des océans, la circulation de la chaleur, etc. Et il y en existe une quarantaine sur la planète qui tournent en continu dans des centres de recherche, dans des universités. Et on a demandé en 2001 un exercice intéressant. On a demandé à une vingtaine de ces programmes-là, de ces modèles-là, de faire leur meilleure prédiction de ce qui se passerait en 2070. Donc, si on doublait, parce qu'on anticipe d'avoir doublé la quantité de CO2 dans l'atmosphère en 2070. Donc, on s'est posé la question, on a posé la même question à une vingtaine de ces modèles-là. Qu'est-ce qui va arriver en ce qui concerne la température de la basse atmosphère de la planète en 2070 avec un dédoublement de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère? Et les modèles ont donné des résultats en général assez différents, mais il y a un dénominateur commun, une caractéristique qui ressortait de tous les modèles, c'est que ce sont les régions arctiques qui se réchaufferaient le plus rapidement. Si on fait la moyenne de toutes les réponses, on voit ici le Groenland, l'archipel canadien, l'Alaska, la Sibérie de ce côté-ci. Le pôle Nord est à peu près ici, là, avec la chope du Père Noël et puis les petits lutins. Et on voit comment les températures dans quelques années, en fait dans quelques décennies, vont avoir augmenté les températures moyennes sur le cycle annuel de 5 degrés centigrades selon les modèles, etc., de 4 degrés centigrades pour l'ensemble du bassin arctique. Et plus on s'éloigne du pôle Nord, moins cette augmentation de température va être importante. Ce qui est exactement ce que disait Arrhenius il y a déjà plus de 100 ans de ça, ce qui est assez remarquable. Donc, pour les scientifiques, ce n'est pas une nouvelle que l'Arctique se réchauffe, devrait se réchauffer plus rapidement que le reste de la planète. C'est lié à plusieurs mécanismes qu'on comprend assez bien. Et tout ça, ce sont des modèles, des prédictions faites il y a plus de 100 ans. Mais effectivement, au fur et à mesure qu'on vomit dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, que ce soit le gaz carbonique ou que ce soit le méthane, les oxydes nitreux, etc., au fur et à mesure que l'industrie humaine transforme la chimie de l'atmosphère, la température du globe, la température à la surface du globe augmente. Cette augmentation-là est plus ou moins constante, mais très significative. Et comme l'avait prévu Arrhenius il y a plus de 100 ans, encore une fois, les augmentations de température sont particulièrement importantes dans les régions arctiques. On a ici une map monde, hein, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, on voit mal, l'Afrique, etc. Et on voit que les anomalies de température, c'est-à-dire des augmentations par rapport à la moyenne climatique d'au-delà de 2, même 3 degrés centigrades, se produisent essentiellement dans les régions
arctique. Ça, c'est l'exemple pour 2005, mais c'est une tendance qu'on observe à tous les ans depuis une vingtaine d'années. Maintenant, une des conséquences les plus spectaculaires peut-être du réchauffement de l'Arctique, c'est la disparition rapide de la banquise qui recouvre cet océan-là. La banquise arctique, on imagine souvent ça comme une patinoire, hein, c'est-à-dire une glace, un pan de glace statique qui ne change pas, qui est un peu comme la patinoire du Forum ou une affaire comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Cette banquise-là, naturellement, va évidemment fondre en partie en été et se reformer pendant l'hiver pour atteindre en hiver, au mois de mars, environ 16 millions de kilomètres carrés de surface et une épaisseur de 2 mètres à 2 mètres et demi d'épaisseur. Et à l'été, cette banquise-là va fondre progressivement pour atteindre une superficie beaucoup moins grande, de l'ordre de 8 millions de kilomètres carrés, recouvrir seulement le cœur du bassin arctique. Donc, on voit sur cette animation-là, ce sont des données réelles, on voit hein, la banquise en 2005, encore une fois, qui, là, ici, on est à la fin de l'été arctique. On voit comment le passage du nord-est, la route du nord est ouverte. On voit à partir du mois d'octobre maintenant, du mois de novembre, la glace qui se reforme, qui commence à s'étendre, à s'écouler dans les mers ancillaires de l'océan Arctique. Donc, c'est un peu comme c'est quelque chose de très dynamique et de très thermodynamique, un peu comme une immense amibe sur le toit de la planète qui grossit, qui rapetisse, qui se déplace, au gré des courants, des vents et des marées. Donc, quelque chose d'extrêmement dynamique. C'est difficile à ce moment-là de savoir hein, si les prédictions des modèles sont vraies, c'est-à-dire si la banquise, effectivement, se réduit. Donc, ce que les scientifiques font, c'est qu'ils vont prendre le minimum au mois de septembre, au moment où la banquise est à son minimum au mois de septembre. On va calculer la superficie et regarder ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est ce qu'on a fait depuis les années 60, 70, mais depuis les années 80, on a des enregistrements, en fait, des mesures satellitaires par satellite qui sont extrêmement précises et qui permettent de voir effectivement la réduction progressive du couvert de glace, qui au départ, dans les années 60, était d'environ 8 millions de kilomètres carrés à son minimum au mois de septembre, et qui, depuis ce temps-là, s'est mis à décroître. Au début, on s'inquiétait plus ou moins parce que cette décroissance-là était quand même assez modérée et il y avait des retours à la normale, comme en 1996, par exemple. Mais à partir de 1996, le début des années 2000, la situation s'est vraiment accélérée. On voit en 2007, vous vous en souvenez peut-être, une réduction spectaculaire là, de la banquise qui atteignait moins de 4 millions de kilomètres carrés de surface en septembre. En 2008, la situation s'est légèrement rétablie, et encore en 2009. Et ça a permis, en fait, aux gens qui nient le réchauffement planétaire d'annoncer tambour battant que le réchauffement planétaire était terminé, juste avant la rencontre de Copenhague. Et donc, ça a été un élément important là, dans la faillite presque complète de la réunion de Copenhague, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a eu un barrage de la part des sceptiques, un barrage médiatique sur les preuves scientifiques du réchauffement climatique, et ça, c'en était une de celles-là. Depuis ce temps-là, évidemment, après Copenhague, cette année, la banquise s'est réduite un peu. En fait, on a atteint le troisième minimum historique, hein, plus bas que 2009, mais à peu près la valeur de 2008. Et le problème avec les données comme ça de surface, c'est qu'on ne tient compte que d'une des dimensions de la banquise, c'est-à-dire sa dimension, sa surface. On ne tient pas compte de la réduction importante, encore plus importante, de son épaisseur. Quand la banquise va disparaître dans quelques années ou dans quelques décennies, elle ne disparaîtra pas tellement parce que sa surface va se réduire à zéro. Elle va disparaître d'un coup sec parce que son épaisseur va disparaître d'un coup sec. Et à ce moment-là, la banquise, l'océan Arctique va se libérer de son carcan de glace qui existe depuis plusieurs millions d'années en quelques années, en quelques semaines, de façon très, très abrupte. C'est ce qu'on prévoit. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que l'épaisseur de la banquise se réduit énormément. Et ça se produit de la façon suivante. C'est-à-dire qu'il y a deux types de banquises dans l'océan Arctique. Il y a la banquise annuelle, celle qui se forme à chaque année par congélation de la surface de l'océan. Donc, à partir du mois d'octobre, à partir de maintenant, la banquise commence à se former dans l'Arctique. Il va s'en former une très grande quantité, plusieurs millions de kilomètres carrés. Et au cours de l'hiver, elle va épaissir, cette banquise-là, jusqu'à atteindre à peu près 2 mètres au mois de mars. Et à partir du mois de mars, elle va commencer à fondre, à se réduire. Mais il y en a
environ 30 de celle qui va être formée cette année, qui va persister, qui va résister à la fonte estivale, pour devenir ce qu'on appelle de la banquise pluriannuelle, la banquise dans ce cas-là de 2 ans, qui est beaucoup plus épaisse parce que l'année suivante, cette banquise-là qui n'a pas fondu complètement à l'été va se réépaissir, va se durcir, va perdre son sel et va devenir beaucoup plus résistante à la fonte. Et comme ça, il y a une partie aussi de la banquise de 2e année qui va résister à la fonte de l'année suivante et qui va devenir de la banquise de 3e année. Et à chaque fois, c'est une fraction de plus en plus faible, mais on peut atteindre des banquises qui vont avoir 11 ans d'âge, qui vont atteindre des épaisseurs de 10 mètres au lieu de 2 mètres. Et ce qu'on constate depuis qu'on a des mesures précises satellitaires, c'est que cette banquise-là pluriannuelle, qui existe encore une fois depuis au moins 3 millions d'années, peut-être 14 millions d'années sans discontinuer, cette banquise pluriannuelle-là est en train de disparaître complètement. C'est le capital de froid de l'océan Arctique qui est en train de disparaître, un peu comme vos actions ou vos REER sur le marché financier. Donc, on peut l'illustrer par cette animation-là qu'on va voir ici. Encore une fois, on a une vision polaire de la planète, c'est-à-dire le pôle Nord est ici. Vous avez la Sibérie, l'Alaska, etc., le Canada de ce côté-ci. Et ce qu'on va voir, c'est pour chaque mois de l'année, depuis 1979, l'évolution de la banquise pluriannuelle, c'est-à-dire en blanc, on a la banquise très vieille, 5 ans et plus d'âge, donc la banquise très épaisse. Plus les couleurs sont bleu foncé, plus la banquise est jeune et plus elle est mince. Et en noir, on a les zones d'eau ouverte. Donc, on voit ça, c'est au mois septembre 79, on voit la zone d'eau ouverte dans le bassin. Les points rouges représentent les buoys que les scientifiques déploient, les buoys qui sont en communication avec les satellites, que les scientifiques déploient pour suivre justement le mouvement de ces glaces-là qui ont différents âges. Vous allez voir qu'au début des années 80, on avait peu de buoys parce que c'était difficile de convaincre les gouvernements de financer ces projets-là. Mais au fur et à mesure que la glace disparaît, on a de moins en moins de glace et de plus en plus de buoys parce que les politiciens, c'est de plus en plus facile d'inquiéter, d'alarmer les politiciens, les décideurs pour obtenir des fonds pour suivre la situation. Donc, on peut obtenir de plus en plus de buoys et vous allez voir le nombre de buoys se développer. Allons-y donc. Donc, vous allez voir l'évolution de cette banquise-là, surtout du cœur froid de l'océan Arctique. On voit l'hémorragie, c'est-à-dire qu'il y en a une partie de cette banquise pluriannuelle-là qui s'esquive par le détroit de Fram et se dirige vers l'océan Atlantique où elle va fondre. Et à partir des années 90, on voit une première diminution très importante de la banquise pluriannuelle. Et cette diminution-là est suivie d'une fonte massive et d'une hémorragie massive dans les années 2000. Et on aboutit à ce moment-là, en 2009, c'est-à-dire 30 ans plus tard, en septembre 2009, à la situation suivante, où est-ce qu'on n'a pratiquement plus de vieilles banquises dans l'océan Arctique, beaucoup de buoys pour observer tout ça, et seulement de la banquise annuelle ou de 2 ans, donc de la banquise assez jeune. Donc la situation est vraiment alarmante. Et on peut utiliser ces mesures-là, en fait, d'épaisseur, donc d'âge, donc d'épaisseur de la banquise et d'étendue de la banquise, les combiner pour obtenir non pas l'évolution de la superficie de la banquise, mais du volume de glace dans l'océan Arctique. Et là, les données sont vraiment inquiétantes parce qu'on ne voit pas, en fait, on voit depuis les années 80 la diminution rapide là, du volume de la banquise, le minimum historique en 2007, et après ça, un retour très léger en 2008 et en 2009, mais beaucoup moins important que le retour de la superficie. Donc, la glace a vraiment fondu, a vraiment disparu. Et cette année, ça a été vraiment spectaculaire en 2010, avec des valeurs extrêmement faibles de volume de glace à partir du mois de mai. Et en fait, au mois d'août, on a presque atteint la situation là, où la banquise aurait pu disparaître rapidement en quelques jours, en fait, si la fonte s'était poursuivie. Il restait sur un potentiel de 26 000 km3 de glace au mois d'août. Il restait 2800 km3 de glace. Donc, il restait vraiment une très, très mince couche de glace au-dessus de l'océan Arctique. La superficie est encore très grande, mais le volume est absolument très faible.